Quand on parle d'armer les enfants au numérique, c'est pas tellement le codage, mais là où je rejoins encore une fois Christophe, ça va plus être sur la culture numérique qui est essentielle. Marketing et entrepreneuriat, un podcast proposé par Into the Minds, agence marketing à Paris et Bruxelles. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à l'apprentissage de l'informatique aux enfants. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir 3 invités. Gaëlle Girardot, la fondatrice de la plateforme Coud.fr. Bonjour Gaëlle. Bonjour Pierre-Nicolas. Nathalie Cuborne, la fondatrice de l'association sans but lucratif We Are Coders. Bonjour Nathalie. Bonjour Pierre-Nicolas. Bonjour Gaëlle. Et celui qui va nous permettre d'atteindre la parité homme-femme dans ce débat, Christophe Coqui, le rédacteur en chef de l'excellent magazine Geek Junior. Bonjour Christophe. Bonjour à nous tous. La parité étant maintenant atteinte, merci d'abord à tous les 3 d'avoir répondu positivement à mon invitation. Donc ce que je propose, c'est de diviser ce podcast en 3 parties. Nous allons d'abord dresser un aperçu du marché de l'apprentissage de l'informatique et en général des matières liées à l'informatique aux enfants. Dans une deuxième partie, je vous proposerai de passer à des conseils pratiques pour les parents qui vont nous écouter. Et pour finir, nous débattrons du parcours d'apprentissage idéal, si bien sûr il existe. Premier chapitre donc, le marché de l'apprentissage de l'informatique aux enfants. Donc j'ai fait un petit peu de recherche avant de démarrer ce podcast. Ce que j'ai pu découvrir, c'est que c'est un marché qui est relativement nouveau. En France, en Belgique, le marché démarre vers 2012, 2013, et en 2016, il y a seulement 3 ou 4 acteurs qui se partagent le marché. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que l'offre a vraiment explosé ces dernières années. Il y a maintenant des acteurs privés, mais aussi des acteurs publics, qui tous cristallisent leur offre autour d'une promesse: armer les enfants pour affronter le monde de demain. Donc ce que je propose tout d'abord, c'est déjà de s'interroger sur les raisons de cette expansion. Eh bien, honneur aux femmes, commençons par Gaëlle. Gaëlle, d'après vous, pourquoi est-ce que ce marché est en expansion et comment est-ce que vous-même, au sein de Coud, vous pouvez témoigner de cette expansion ? Je pense que ce marché est en expansion parce que déjà, on est de plus en plus équipés et de plus en plus jeunes par le numérique. Et on s'est aperçu que il fallait accompagner nos enfants sur cette éducation numérique parce qu'on leur a donné des outils numériques, mais on leur a pas appris à s'en servir. Pourquoi ? Parce qu'en tant qu'adultes, nous-mêmes, on les a pas connus étant plus jeunes et donc on n'a pas été formés pour ça. Donc ça, c'est déjà le premier constat. Le deuxième constat, c'est que du coup, les autorités s'en sont emparées et du coup, c'est commencé à rentrer au programme scolaire. En France, depuis 2015, l'éducation au numérique est entrée au programme scolaire au travers du codage dans un premier temps et puis maintenant sur la culture vraiment numérique dans sa globalité depuis l'année dernière. Et donc du coup, le fait que ça soit entré au programme scolaire, les parents ont commencé aussi à s'y intéresser pour leurs enfants de plus en plus et à se sentir accompagnés et à trouver des outils pour ça. Donc voilà, et puis du coup, en ce qui concerne Coud, nous on l'a monté aussi dans cet esprit-là de vouloir éduquer les enfants au numérique parce qu'on voyait bien qu'il y avait un vrai besoin et un vrai besoin d'accompagnement. Étant maman moi-même, j'ai pu m'en apercevoir aussi. Alors Nathalie, vous êtes active depuis la Belgique. Est-ce que ce constat que propose Gaëlle, c'est aussi quelque chose auquel vous pouvez vous raccrocher ? Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec cette façon de voir les choses. J'ajouterais volontiers qu'aujourd'hui, on se rend compte, on dit beaucoup que, je crois, 60% des métiers de 2030 n'existent pas encore. On se rend compte qu'aujourd'hui, la plupart de nos activités quotidiennes, qu'elles soient professionnelles ou privées, passent par le numérique. Et comme disait Gaëlle très bien, les enfants sont confrontés au numérique de plus en plus tôt, par toutes sortes d'outils, de tablettes. Ils veulent faire comme papa, maman. Ils s'intéressent aux jeux vidéo. Et donc, il y a une véritable prise de conscience d'une éducation et d'un accompagnement de nos jeunes face à ces nouveaux enjeux et face à leurs nouvelles activités. Le numérique, oui, mais pas n'importe comment, pas pour n'importe quoi. Et donc, une éducation, un accompagnement s'impose tout à fait naturellement. Voilà pourquoi il s'inscrit maintenant. On commence je pense que les pouvoirs publics se rendent compte qu'il y a une nécessité aussi de ce type d'éducation au sein même de l'enseignement. Justement, quels sont les besoins des parents sans vouloir jouer aux dinosaures ? À mon époque, c'est-à-dire il y a plus de 40 ans, il existait déjà des ordinateurs et j'avais déjà des cours d'informatique à l'époque. Est-ce que cette situation n'a pas évolué ?
Est-ce que les besoins, tout simplement, sont devenus totalement différents de ce qu'ils étaient il y a 20 ans? Peut-être que pour nous éclairer, Christophe, votre magazine Geek Junior existe depuis 2015. Il donne une perspective qui est beaucoup plus large que seulement le codage. Il informe sur toutes les matières informatiques. Est-ce que vous pourriez répondre à cette question et nous dire justement si l'éducation est tout simplement, ou l'éducation publique est tout simplement en retard par rapport aux besoins du marché, aux besoins des parents et des enfants? Il y a quand même une évolution, et là je rejoins ce que disait Gaël, au niveau des programmes scolaires, avec depuis 2015 l'apprentissage du code qui commençait à rentrer au collège, et surtout 2019 où là on est sur un développement un peu plus abouti au niveau scolaire, où là on va développer la culture numérique au sens large, que ce soit au collège et depuis 2019 aussi au lycée, en France en tout cas, avec une nouvelle matière qui est sciences numériques et technologiques, qui peut après se poursuivre jusqu'au bac avec une spécialité sur ce sujet-là. Donc c'est vrai qu'il y a une prise de conscience des pouvoirs publics, mais cette prise de conscience des pouvoirs publics, on a un peu mis la charrue avant les bœufs, si je peux le dire, parce qu'on a mis en place des programmes, mais au niveau scolaire, les professeurs n'étaient pas forcément préparés. Du coup, il a pu naître certaines frustrations de la part des élèves, mais aussi de la part des parents. Et c'est une des raisons pour lesquelles les parents ont voulu après voir s'il n'existait pas près de chez eux des ateliers ou des solutions pour apprendre à coder. Je poursuis aussi là-dessus. Il y a 2-3 ans, il y a Tim Cook, le patron d'Apple, qui était venu en France. Et il avait dit quelque chose qui avait fait un peu sensation à l'époque en disant que les adolescents et les enfants devaient apprendre la programmation comme s'ils devaient apprendre une langue étrangère, que c'était aussi important, et il avait même ajouté « il est presque plus important d'apprendre un langage de programmation que d'apprendre l'anglais ». Donc ça avait fait sensation. Derrière, il y a eu les pouvoirs publics qui ont relayé ça, certains personnages politiques qui ont relayé ça en disant « il faut absolument que les enfants apprennent à coder ». Et du coup, c'est rentré, les médias ont développé ça, ont relayé ces interventions-là, et du coup, il y a eu une prise de conscience au niveau des parents, qui se sont dit, il faut absolument que mon enfant, maintenant, il apprenne à coder, sans trop savoir d'ailleurs ce que ça voulait dire derrière, et quelles sont les implications, et qu'est-ce qu'on attendait vraiment. Donc, d'abord une prise de conscience de l'importance du codage, ensuite une frustration, d'après ce que je comprends, par rapport à la matière telle qu'elle était enseignée et au décalage qui pouvait exister entre les professeurs de matière informatique et la matière qui était enseignée. Et donc tout ça, à la fin, ça fait naître le besoin chez les parents pour des cours tels que ceux qui sont dispensés par We Are Coders. Gaël et Nathalie, est-ce que vous voyez un profil type en fait du client, enfin du parent qui est intéressé, et est-ce que vous vous y retrouvez, ou en tout cas est-ce que vous pouvez vous raccrocher à cette frustration qu'évoquait Christophe? Peut-être on va commencer par Gaël. Il a commencé à changer. Au départ, notamment sur la partie codage, c'était quand même très lié aux parents urbains, CSP+, qui avaient bien pris conscience des compétences du numérique essentielles, mais dans un but totalement de métier, pour faire évoluer les métiers. Je pense qu'avec la crise sanitaire, les parents, ça s'est vraiment démocratisé, on va dire, vraiment vers tout le monde. Et du coup, il n'y a plus tellement de profils types de parents qui s'y intéressent, mais je pense que tout le monde s'y est vraiment intéressé à ce moment-là, dans le sens où il faut éduquer au numérique, et tout le monde s'est senti démuni, même en tant qu'adulte, pas que les enfants, s'est senti démuni face parfois aux compétences du numérique qu'il fallait avoir. Et du coup, ça a changé, en fait, qu'il n'y a plus de profil type. En tout cas, nous, c'est ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment tout type de personnes qui juste ne se sentent pas à l'aise sur le numérique, qui va vers ça. Nathalie, de votre côté, en Belgique, est-ce que c'est aussi un constat que vous faites, ou bien est-ce qu'il y a encore des frustrations qui peuvent être notées ici et là? Alors en Belgique, la situation est un peu différente, c'est-à-dire que il n'y a à ce jour, à ma connaissance, aucune proposition d'éducation à la programmation, d'apprentissage de la programmation en milieu scolaire. La question qui est posée et qui n'est pas encore résolue avant d'en arriver à la question du code pur est éduquer à travers les outils numériques. Donc, il y a déjà un très gros problème d'organisation par justement manque de formation du corps enseignant vis-à-vis de tous ces outils numériques. On a vu avec le confinement que ça a été un peu le Far West.
chaque enseignant essayant de s'adapter comme il peut, sans directive, sans consigne gouvernementale claire, sans stratégie, sans rien en fait, sans aucune indication sur quelles seraient les bonnes pratiques et quels seraient les outils intéressants. Donc chacun a fait sa petite popote comme il a pu, tant bien que mal, avec éventuellement des cours de néerlandais ou des cours d'histoire sur Discord ou sur Facebook, ce qui est un petit peu malheureux, je trouve. Mais bon, ça c'est personnel. Donc avant d'en arriver à l'éducation et à la programmation, la première question qui se pose, c'est comment opérer une transition numérique plutôt au sens large. Comment utiliser les outils numériques et comment familiariser les enfants aux outils numériques à travers leur classe habituelle. Alors, avant qu'on en arrive à un cours de coding à l'école, je pense qu'il faudra encore un certain temps. Alors, pour la question du profilage, entre guillemets, du type de parents, je pense que ce sont des parents, qui sont plutôt au courant des enjeux actuels, de cette nécessité de familiariser leurs enfants avec des outils numériques. Moi, personnellement, je dirais, quand je fais mon petit sondage auprès des personnes, des jeunes qui viennent chez nous, j'ai l'impression que ça se passe surtout au niveau de la cour de récréation. Donc, ce ne sont pas tellement, d'après les retours que j'ai, les parents qui se saisissent de cet avenir numérique pour leurs enfants en les inscrivant chez nous. Ce sont plutôt les enfants qui se disent entre eux à la cour de récré « Ouais, c'est super, j'ai un cours de codage, j'apprends à faire des jeux, etc. » et qui, du coup, font la publicité et partagent leur passion avec d'autres. Et c'est comme ça qu'on a des élèves qui viennent chez nous. Je pourrais pas, comme Gaël, donner un profil spécifique. Je pense, comme Gaël, que la chose s'est ouverte et qu'aujourd'hui, tout un chacun est concerné par cette question. Donc l'enfant, dans votre cas, est prescripteur, et c'est quelque chose qui est aussi positif. Quelle forme aujourd'hui prend le marché? Donc bien entendu, chez Coud.fr et chez We Are Coders, excellente association que je recommande par ailleurs, puisque je suis basé également en Belgique. On parle de cours, mais dans ce podcast, j'ai tenu à inviter Christophe, qui est digne représentant d'une autre vague, ou en tout cas d'un autre pan de ce marché, qui est celui des magazines. Donc, qu'est-ce qu'on a en fait comme offre aujourd'hui sur le marché pour celui ou celle qui veut apprendre la programmation ou comprendre mieux l'informatique? Christophe? L'offre est encore naissante, hein. Bien sûr, pour apprendre la programmation, il y a des plateformes comme Coud qui le fait très bien, EvoluKid qui s'y met, et puis j'allais dire toutes les structures qui avant faisaient du présentiel pour l'apprentissage de la programmation, avec le confinement, se sont mis à proposer des offres à distance. Et maintenant, pratiquement toutes les structures ont des solutions à distance. Donc ça, c'est une première chose, mais ça s'arrête généralement pour l'apprentissage de la programmation, qui peut aller d'une manière ludique. C'est-à-dire la programmation en créant un jeu vidéo, par exemple, ou en créant une application mobile. C'est beaucoup plus ludique. Après, au niveau des médias, parce que Geek Junior, c'est un média, c'est à la fois un site web et un magazine. À part Geek Junior, il n'existait pas grand-chose. C'est bien pour ça qu'on l'a créé d'ailleurs. C'est pour ça aussi, par exemple, que pour le magazine, on a énormément de collèges en France qui, en 2 mois, se sont abonnés. On a plus de 20% des collèges français qui se sont abonnés au magazine. Et le retour qu'on a, on a eu beaucoup de retours de ce type-là. On nous a dit, mais c'est le magazine qu'on attendait par rapport à la culture numérique, parce qu'on n'avait rien du tout à se mettre sous la main. Et c'est vrai que ça manquait un média grand public qui s'adresse aux adolescents et qui puisse parler de ces sujets-là, et qui vient en fait en accompagnement de ce qui peut se faire en classe. Parce que je disais tout à l'heure qu'au début, effectivement, il y avait une part de frustration des élèves par rapport à la mise en place de programmes et les professeurs qui avaient du mal à accompagner ce programme. Bon, ça s'est amélioré depuis. Au collège, il y a notamment maintenant, il y a l'apprentissage du Python qui commence à arriver. Il y a une certification qu'on demande aux collégiens qui s'appelle la certification PIX. Et puis au lycée aussi, au début, l'Éducation nationale avait mis des profs de maths, essentiellement des profs de sciences, pour couvrir cette nouvelle matière de sciences numériques et technologies. Mais petit à petit, on va avoir des professeurs spécialisés qui vont arriver. Dans tous les cas, c'est vrai qu'il n'y avait pas réellement d'offres en tant que média pour en fait accompagner ce besoin de développer la culture numérique. Et ça s'est en plus avéré très utile avec cette histoire de confinement qu'on a tous eu,
où beaucoup de parents se sont aperçus que finalement leurs enfants ne maîtrisaient pas aussi bien que ça les outils numériques. Alors ils maîtrisaient plus ou moins bien leur téléphone portable, mais dès qu'on les mettait devant un ordinateur, souvent c'était beaucoup moins évident pour les enfants qui ne savaient pas comment parfois télécharger un logiciel ou comment le supprimer ou même comment bien utiliser un service d'email. Et si je peux me permettre de souligner quand même le format magazine, que je félicite encore Christophe Coquille pour cette initiative, il y a 2 aspects super intéressants dans ce format-là. Le premier, c'est intergénérationnel. Donc ça veut dire que c'est un format où l'adulte peut être aussi avec l'enfant sur ce support. Que ce soit l'enseignant ou que ce soit le parent, c'est un outil de partage, parce que c'est un support magazine et ça parle à tout le monde. Donc ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect que je trouve aussi formidable dans le côté magazine, c'est un côté captif. Quand on est sur le numérique, souvent on sort tout de suite d'un article parce que va y avoir une publicité, quelque chose qui clignote, et finalement la concentration et ce qu'on est en train de lire, on se fait happer par autre chose très très rapidement ou en scrollant sur l'écran. Alors qu'au moins avec le magazine, on est captif dans son univers sur un article et on n'en sort pas puisque c'est du papier. Et je pense que ça permet d'ancrer des choses beaucoup plus facilement au travers de ce support. D'où à mon avis, le fait que ça fonctionne très bien. Très bonne remarque, Gaëlle. Justement, par rapport au Covid, ce sera la dernière question dans ce chapitre-là. Quel a été l'impact concret sur la demande dans vos activités respectives? Est-ce que vous avez vu une augmentation brutale? Est-ce que vous avez eu de nouveaux types de questions? Est-ce que vous avez développé de nouveaux produits? Comment est-ce que vous avez géré cette période de confinement de mars à mai ou juin? Et comment est-ce que vous ressentez cette deuxième vague? Commençons par Nathalie. Oui, alors je dirais, ça se passe en plusieurs temps, donc c'était assez intéressant effectivement de voir l'évolution. Quand on a eu le confinement en mars, donc c'était juste avant les vacances de Pâques, donc nous avons proposé ce que nous avons fait auparavant, nous donnions uniquement des cours en présentiel. Et nous avons développé les cours en ligne pour pouvoir permettre à nos enfants de poursuivre leurs apprentissages pendant la période de confinement où ils avaient largement le temps de pouvoir un petit peu se distraire et apprendre en s'amusant. Et donc voilà, on n'était pas prêt pour ça. Et en même temps, c'était très positif parce que ça nous a fait tester. Finalement, c'est le principe même de la programmation. On teste, on évalue, on rectifie, on améliore. Et donc, nous avons opéré cette transition dans cette même logique-là. Nous avons d'abord intégré une première classe avec nos élèves les plus aguerris, je dirais, ceux qu'on connaissait depuis le plus longtemps, qui étaient d'accord de tester, de voir comment ça allait se passer pour démarrer l'aventure. Comme ça s'est très bien passé. Nous avons intégré tous nos élèves progressivement en ligne. Et là, on s'est rendu compte que, en fait, ça nous ouvrait tout un nouveau potentiel parce qu'on n'était plus limité par un espace géographique, et donc ça nous permettait de proposer ça de façon beaucoup plus large. Il y a des enfants qui ont vraiment apprécié, qui ne continuent plus qu'en ligne. Maintenant qu'on a proposé du présentiel au début d'année, on y retourne, malheureusement à devoir le supprimer pour le moment, mais il y a des enfants qui préfèrent même en ligne. Et alors ce qui était intéressant, c'est qu'on a eu un boom, une éclosion, vraiment une évolution incroyable à Pâques avec des demandes à tout va de stage. Et alors, pour la petite anecdote, on s'était dit, donc pendant l'été, on était très enthousiastes, on s'est dit on va bien préparer la rentrée scolaire, on va développer, il va y avoir beaucoup de demandes et tout, mais en fait non. À la rentrée scolaire, ça a été l'effet complètement inverse. Parce qu'on donne cours à l'école européenne, ici à Bruxelles. Ils me disent à l'école européenne, écoute Nathalie, c'est incroyable. L'année dernière, il n'y avait des demandes que pour le coding. Cette année-ci, il n'y a plus aucune activité à l'intérieur qui remporte de l'adhésion. Ils veulent tous du sport à l'extérieur. Donc je pense qu'il y a eu un contre-coup avec cette période d'enfermement où les enfants ont dû passer beaucoup de temps en ligne avec leurs professeurs, leurs cours, etc. Et qu'il y a eu ce besoin de tout à coup les lâcher, qu'ils prennent l'air, qu'ils puissent sortir, qu'ils puissent se dégourdir les jambes, etc. Et donc nous avons finalement commencé notre rentrée non pas avec la croissance que nous attendions par rapport à l'évolution de Pâques, mais simplement en statu quo avec la rentrée de l'année dernière, c'est-à-dire toujours beaucoup d'enthousiasme, toujours une reconduction de nos anciens élèves, mais voilà, parce que nous avions connu à Pâques. Et maintenant, nous arrivons de nouveau dans la période
que nous connaissions à Pâques, c'est-à-dire que malheureusement avec le reconfinement, eh bien les parents vont se retourner vers des solutions à distance pour pouvoir permettre à leurs enfants d'avoir tout de même des activités s'ils sont privés de leurs activités sportives. De votre côté, Gaëlle, en France, est-ce que l'évolution a été la même? Assez similaire, en effet, effectivement. Donc nous, on s'est retrouvés effectivement au mois de mars à devoir changer notre fusil d'épaule, puisque à ce moment-là, on venait d'avoir un partenariat pour former les enseignants en présentiel sur notre plateforme, pour les accompagner justement, parce que comme le disait Christophe, on a mis les enseignants face à cette nouvelle matière sans les former. Donc on était là pour les former du coup en présentiel. Du coup, quand le confinement est arrivé, ils avaient bien d'autres choses à penser à ce moment-là que de faire les formations. Donc même à distance, on n'a pas pu les proposer. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'au lieu de former les enseignants, à ce moment-là, on est allé directement vers les élèves et on a formé en direct les élèves en ligne. Et effectivement, on a eu un énorme boom parce qu'en plus, on a fait un partenariat à ce moment-là avec Amazon et on a eu de la visibilité au travers de la plateforme Amazon qui proposait des cours de toutes les associations et toutes les plateformes qui proposaient des cours d'éducation numérique ou de codage en ligne étaient relayés par Amazon. Donc on a eu un boom absolument incroyable de connexion, d'inscription aux ateliers en ligne. Et effectivement, cet été et à la rentrée, tout comme Nathalie, je pense que les enfants ont voulu aller sortir de l'écran, ce qui est plutôt positif d'ailleurs, de voir qu'ils veulent pas forcément, contrairement à ce qu'on dit, ils sont pas complètement addicts tout le temps aux écrans. Quand il y en a trop, il y a un surplus, ils retournent au basique d'aller dehors. Et là, effectivement, on sent que ça repart aussi en termes d'inscription parce qu'il y a reconfinement. Un autre aspect, nous, qu'on a vu, qui était effectivement, comme je disais au tout début, finalement, les adultes aussi se sont aperçus à ce moment-là qu'il y avait un vrai besoin. Et au-delà des enfants, en fait, nous, on a eu surtout aussi une demande qui est venue des adultes et des entreprises. Et les entreprises se sont retournées vers nous puisqu'on ne fait pas que de l'apprentissage du code, mais bien de la culture numérique dans la globalité. Donc vraiment les compétences de base aussi sur les usages du numérique, apprendre à collaborer à distance, en ligne, enfin tous les besoins en compétences. Et du coup, c'est aussi quelque chose qu'on commence du coup de plus en plus à faire, c'est de former aussi les adultes à ces compétences-là. Donc je retiendrai que Amazon peut aussi avoir des côtés positifs. Et pour Geek Junior, est-ce qu'il y a eu une augmentation de trafic? On a déjà parlé de l'augmentation du nombre d'abonnements, mais est-ce que le trafic, ça n'est ressenti aussi positivement? Sur le site web, oui. Du jour du confinement, effectivement, on a remarqué une hausse importante du trafic pour le premier confinement. C'était extrêmement net. Et avec des articles justement qu'on publiait pour essayer d'orienter les parents et les ados pour mieux vivre cette situation de confinement d'un point de vue numérique. Et c'est vrai qu'on était habituellement entre 80 et 100 000 visites, on est passé à 180 000 quand on a doublé pendant cette période-là. Et ensuite, après, sur le site web, ça c'est revenu un peu à la normale. Pour ce deuxième confinement, il n'y a pas réellement de changement en termes de trafic sur le site web. Après, pour le magazine, c'était un moment particulier parce que nous, on a lancé une campagne de financement participatif pour le lancement du magazine 3 jours avant la déclaration du confinement. Donc, vous pouvez imaginer, on a eu quelques sueurs froides en se disant « Ouh là là, ça va être terrible ». Et en fait, comme les gens étaient chez eux, je pense que ça nous a plutôt profité pour réussir cette campagne de financement participatif. Et puis, finalement, on arrivait aussi au bon moment, même si on n'a pas prévu l'épidémie, on n'a rien à voir avec l'épidémie. Mais on est très content d'avoir profité finalement de cette situation parce que il y a beaucoup de parents qui se sont dit que effectivement, ces sujets-là étaient importants et ils s'en sont aperçus avec le confinement. Ça nous fait une excellente transition pour passer à la deuxième partie de ce podcast, puisque maintenant on va parler aux parents qui nous écoutent et on va essayer de leur donner quelques conseils pratiques. La première question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce qu'il y a un âge minimum pour commencer l'informatique? On voit qu'il y a des cours qui sont proposés à partir de 6 ans, la plupart, je pense, à partir de 8 ans, 8-12, et puis ensuite pour les adolescents, mais est-ce qu'on peut-être, comme c'est le cas en Asie, dans les tech académies, déjà obliger quasiment les très jeunes enfants en dessous de 6 ans à utiliser un ordinateur et à coder? Peut-être que sur ce point, j'aimerais entendre d'abord Nathalie et puis ensuite Gaëlle. Oui, alors c'est un avis personnel, donc moi j'étais d'accord avec l'avis d'Hugues Bersini, qui est prof à l'ULB et qui est membre du laboratoire d'intelligence artificielle et qui préconisait 8 ans pour les activités en ligne. Moi, ça me semble bien. Voilà. Je pense qu'on parle d'algorithmie débranchée. Alors, c'est pas ma grande spécialisation puisque justement, nous avons pris parti des apprentissages à partir de 8 ans en ligne. Mais
Il me semble que mettre des enfants trop tôt sur des écrans, voilà, je vois pas trop l'intérêt personnellement. Mais je vous dis, c'est un avis personnel et qui n'est basé sur aucune étude scientifique. Moi, je trouve qu'on peut tout à fait commencer à leur enseigner l'algorithmie débranchée à partir, en fait, on le fait déjà, hein, parce que quand on fait un Jacadi, par exemple, c'est déjà un algorithme. Si tu ne formules pas ta demande, ton instruction de la bonne manière, l'enfant ne doit pas l'exécuter. Donc, si on doit enfiler des perles selon une certaine séquence, c'est aussi un algorithme quelque part. Donc, je crois que naturellement, les enfants sont déjà confrontés à ces apprentissages depuis la maternelle et je recommanderais de les mettre derrière, non pas des tablettes, mais un ordinateur avec une souris à partir de 8 ans. Gaëlle, chez Coude, est-ce que vous avez des cours qui s'adressent pour les moins de 8 ans ou est-ce que, comme chez Nathalie, vous commencez à partir de 8 ans? À partir de 8 ans, nous on est même plutôt à partir de 10 ans, c'est-à-dire plutôt à partir du collège, quand ils savent bien lire et écrire, qu'ils ont acquis les fondamentaux et que d'un seul coup finalement le codage prend tout son sens aussi par les notions mathématiques et qu'ils ont pu apprendre auparavant et de les mettre en pratique à ce moment-là. Après, nous on le fait pas, mais il y a beaucoup d'activités qui sont possibles pour les plus petits et comme le disait Nathalie, c'est-à-dire pas forcément sur des écrans, mais plutôt sur des robots, des choses matérielles qui sont intéressantes et sur lesquelles on peut donner des instructions à un robot, commencer à comprendre le fait qu'il y a une instruction à un robot. Voilà, et là, on commence en revanche à regarder sur des modules d'apprentissage sur les intelligences artificielles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'aperçoit que les tout petits sont de plus en plus confrontés à un assistant vocal chez eux et faire des petits modules qui leur apprend comment ça fonctionne. Donc, il n'y a pas d'écran, mais c'est juste de leur apprendre, en fait, il y a des petits skills qu'on peut donner à son intelligence artificielle et leur montrer qu'on peut faire dire n'importe quoi à une intelligence artificielle. C'est des petites choses intéressantes pour qu'ils comprennent que finalement, la donnée à la base de l'intelligence artificielle a son impact sur le résultat. Voilà, donc c'est des petites choses qui peuvent être intéressantes, qui sont pas forcément sur un écran et qui peuvent être faites avant 8 ans. Oui, puisque l'informatique de demain sera de plus en plus commandée par la voix, c'est un bon point. Christophe, du côté de Geek Junior, est-ce que vous avez des contenus qui sont, segmentés en fonction des âges ? Pour l'instant, non. Geek Junior s'adresse plutôt aux adolescents, c'est-à-dire en gros entre 10 et 16 ans. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai besoin qui se pose sur les plus jeunes. Après, je rebondirai sur l'introduction que vous avez faite en disant est-ce qu'on doit faire comme les Tech Academy en Asie, obliger les enfants pratiquement à se mettre à réaliser des activités numériques. J'ai tendance à dire surtout pas les obliger. Il faut que ce soit quelque chose, et d'ailleurs que ce soit pour les petits ou pour les plus grands, il faut que ce soit aussi quelque chose qui soit ressenti comme pas une activité qui soit forcée, qu'ils aient vraiment envie de le faire. Il y a aussi plein d'enfants qui ont absolument pas d'appétence, d'intérêt pour des activités numériques, parce qu'ils vont s'épanouir d'une autre manière, par le sport, par des activités relationnelles avec d'autres, la musique ou je ne sais quoi, et qui n'ont pas forcément de téléphone portable. Bref, faut pas que ce soit une obligation, sentir ça comme une obligation pour les enfants. Voilà, c'est pas parce qu'ils ne vont pas savoir coder ou comprendre une intelligence artificielle qu'ils vont rater leur vie. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils puissent comprendre qu'avoir une culture numérique, ça c'est bien, parce que quelle que soit l'activité qu'ils vont faire ensuite, ça sera important pour eux de comprendre Parce que notre environnement, maintenant et puis dans le futur, notre environnement sera un environnement avec énormément d'outils numériques autour de nous. Et donc, il faut comprendre un peu les enjeux autour de ça. Mais après, non, faut surtout pas les obliger. Après, à partir de quel âge commencer? Ça peut être très tôt, mais avec, comme l'a dit Gaëlle ou Nathalie, ces activités sans écran. Et puis après, petit à petit, on amène les enfants à l'écran. Effectivement, moi, je partage plutôt commencer avec un ordinateur PC plutôt qu'une tablette. Parce qu'avec une tablette, souvent, on est sur des activités qui sont finalement assez passives. Et les parents ont plutôt tendance, sans vouloir mal faire, mais souvent, si c'est avec une tablette, de laisser l'enfant un peu seul avec sa tablette. Alors qu'avec un PC, généralement, les parents ont tendance à un peu plus accompagner leurs enfants. Après, voilà, à partir de 8 ans, oui, en dessous, des activités avec des écrans en dessous de 8 ans, oui, mais là, c'est systématiquement accompagné avec les parents et sur des périodes courtes. Que ce soit d'ailleurs pour apprendre la programmation ou pour juste regarder un dessin animé ou quoi que ce soit, ou jouer à un jeu vidéo. Tout est possible, mais il faut un accompagnement réel des parents pour avoir une activité avec un écran. Vos propos, en fait, font écho à une lecture que j'ai eue en préparant ce podcast,
un développeur qui expliquait que jamais il n'apprendrait à son enfant à coder, que pour lui il y avait d'autres valeurs ou en tout cas d'autres aspects qui étaient beaucoup plus importantes que le code en lui-même. Et donc, j'ai l'impression que vous faites un petit peu écho à ce propos-là en disant, voilà, le code en soi n'est pas forcément le plus important. Il y a peut-être des choses autour et tout le monde n'est pas forcément appétent, comme vous l'avez dit, pour le code. Oui, tout à fait. Et puis, c'est pour ça, quand je parlais de l'intervention de Tim Cook, il disait qu'il fallait apprendre la programmation comme une langue étrangère. Moi, j'ai trouvé que c'était une bêtise incroyable. Enfin, lui, il vendait sûrement ses solutions. Ouais, enfin, c'était très maladroit de sa part. Je pense effectivement que avoir une vraie culture numérique, ça, c'est essentiel. C'est pour ça que c'est important que ce soit dans les programmes scolaires. Que ceux qui sont intéressés par tous ces sujets-là puissent avoir des offres, c'est formidable. Et dans ce cas-là, bien sûr, les accompagner. Mais il ne faut pas que ce soit une obligation. Et voilà, il y a plein d'autres choses. Apprendre une langue étrangère, c'est bien plus enrichissant qu'apprendre la programmation, de mon point de vue. C'est différent, en tout cas. Et il y en a, ils vont s'enrichir, ils vont s'éclater en apprenant à créer un jeu vidéo, et d'autres en apprenant la musique, par exemple. Concrètement, Nathalie, Gaël, est-ce que vous pensez que les ateliers que vous proposez ou que d'autres également proposent permettent d'armer, désolé pour la métaphore un peu guerrière, mais permettent d'armer les enfants pour leur permettre d'affronter un avenir qui sera toujours plus digital? Gaël, peut-être en premier? L'apprentissage du code en soi, c'est là où je rejoins tout à fait Christophe, c'est pas une fin en soi, l'apprentissage du code. En plus, aujourd'hui c'est Python, demain ça sera une autre langue. Là, j'ai envie de dire, c'est effectivement absolument pas une fin en soi. L'apprentissage du code, nous, notre approche, c'est plus sur ce que ça développe par ailleurs. Et quand on apprend à programmer un jeu, déjà ça met en application, encore une fois, des notions mathématiques qui sont du cours scolaire et qui sont importantes. Donc c'est de mettre en application un apprentissage fondamental. Je donne un exemple très basique, mais l'axe des X et des Y, pour les enfants, c'est toujours très abstrait. D'un seul coup, quand ça devient concret, avec il faut faire sauter le petit bonhomme en haut ou le faire avancer, d'un seul coup, ça devient concret et le mettre en application, il apprend mieux de cette manière-là. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'aspect, nous, qu'on pousse énormément, c'est l'aspect collaboratif. C'est de dire, en fait, quand on apprend à faire un jeu, l'objectif, c'est d'être ensemble, c'est de le faire à plusieurs, entre enfants, avec un parent et un enfant. Ce côté collaboratif et du coup, de comprendre que chacun a des compétences différentes. Donc il y en a un qui va programmer, et qui aura plus une appétence pour la programmation et qui va aimer ça et qui va pouvoir programmer le jeu. Et puis, il y a d'autres enfants qui vont avoir d'autres aspérités, comme la musique, typiquement. Christophe le disait, ça va être peut-être d'intégrer la bonne musique au jeu, ou de faire le dessin du jeu, de faire le design, pour ceux qui sont plus art plastique. Voilà, donc ça, ou ceux qui aiment plus écrire vont pouvoir écrire les textes. C'est ça que nous, on essaie de développer. Et puis, Nathalie l'avait dit aussi au départ, c'est aussi l'apprentissage par l'échec. J'apprends en échouant. J'apprends quand j'ai game over. J'apprends mieux parce que je n'ai pas réussi. Et une fois que j'ai réussi, comme j'ai échoué peut-être une fois, 2 fois, 3 fois, ça y est, c'est ancré de manière mémorielle dans mon cerveau et j'ai mieux appris. Donc c'est plus pour ce que ça développe que pour, encore une fois, une fin en soi. Le codage, et j'irais plus sur, quand on parle d'armer les enfants au numérique, c'est pas tellement le codage, mais là où je rejoins encore une fois Christophe, ça va plus être sur la culture numérique, qui est essentielle, et ça va être de comprendre son identité numérique, avoir un esprit critique pour comprendre les fake news, savoir effectivement, techniquement parlant, ce que c'est qu'une intelligence artificielle pour pas se faire avoir. Voilà, ça va être tous ces aspects-là qui sont importants et qui vont les armer pour leur vie de citoyen de demain, en fait, tout simplement. Nathalie, comment est-ce que vous, dans votre association, vous mettez en application ce développement des capacités autour du codage ? Je voulais d'abord dire, je suis pas tout à fait d'accord de faire un jugement de valeur en disant que la musique ou le sport c'est plus intéressant que le codage. Je pense que tout apprentissage a son intérêt. Donc l'apprentissage du code, en fait, comme le dit très bien Gaël, c'est surtout un levier pour transmettre, pour transmettre bien sûr du savoir-faire, mais aussi du savoir-être. Alors le savoir-faire, effectivement, il est pluridisciplinaire. On dit que le jeu vidéo, si on prend le jeu vidéo par exemple comme support d'apprentissage et de la forme artistique,
artistique la plus jeune de notre humanité. Donc c'est reconnu par d'aucuns comme une forme d'artistique en soi. Effectivement, ça demande de la logique, mais ça demande beaucoup de créativité. Ça demande l'habillage sonore, le design, tout le storytelling qui est autour du jeu. Même si on retrouve toujours plus ou moins, on retrouve souvent les mêmes composants. Mais même en retrouvant les mêmes composants, un jeu ne ressemble pas à un autre par tous ces aspects artistiques qui le composent. Il y a effectivement la collaboration, le fait de travailler ensemble, rien que par le fait aussi d'essayer d'avoir les bonnes pratiques au niveau de bien organiser son code, parce qu'un code c'est une langue, et donc une langue est faite pour communiquer, donc on doit pouvoir transmettre un code, on doit pouvoir se le partager, on doit pouvoir le rendre assez clair que pour tout le monde puisse le comprendre. Donc il y a un côté collaboratif, il y a un côté effectivement d'utiliser cet apprentissage de ces compétences pures pour éveiller leur conscience sur les enjeux du numérique aujourd'hui, avec les exemples que Gaëlle a cités, effectivement. Et alors moi, ce qui est très important pour moi, je dirais que c'est vraiment primordial, c'est effectivement ce rapport à solutionner les problèmes. Donc, je dis souvent aux jeunes, vous devez apprendre à aimer les problèmes. Parce que c'est genre, madame, j'ai un problème, j'ai un problème. Effectivement, quand on fait de la programmation informatique, on est confronté à des situations différentes. On sait qu'un petit détail, une distraction va faire que le code ne va pas être exécuté comme on voudrait qu'il soit exécuté. Et donc, on passe beaucoup de temps à résoudre des problèmes. Moi, ce que je trouve super, c'est, en tout cas, c'est ce que moi, l'apprentissage de la programmation m'a apporté et qui a été tellement merveilleux et qui a tellement enrichi ma vie que c'est la première chose que j'ai envie de mettre en avant quand je travaille avec des jeunes, c'est apprenez à aimer vos problèmes. Chaque problème est une opportunité qui est donnée pour trouver une solution créative. Et si vous arrivez à penser comme ça dans votre vie de tous les jours, elle ne sera plus la même. C'est vrai que je vois autour de moi les adultes qui donnent l'exemple à leurs enfants, souvent sont là absorbés par leurs problèmes comme si un problème était quelque chose de dramatique. Non, un problème n'est pas dramatique. Un problème, c'est une opportunité de trouver une solution. Et donc, ça nous invite à être pragmatique, logique, mais aussi créatif, imaginatif pour solutionner. Il n'y a pas qu'une solution à un problème, il y a parfois plusieurs solutions à un problème, laquelle je vais choisir, laquelle je vais tester. Si la solution que j'ai choisie ne me convient pas, comment est-ce que je peux réajuster ? Et ça, je crois qu'à partir du moment où les enfants arrivent à dépasser la frustration que génèrent les problèmes qu'ils rencontrent, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Un très beau message pour passer à la dernière partie de ce podcast, qui est l'apprentissage, le parcours d'apprentissage à l'informatique pour les enfants. Première question que j'ai envie de vous poser, c'est quels sont les outils d'apprentissage qui sont disponibles actuellement ? On parle de robots, on parle de Scratch. Est-ce qu'il y a autre chose qui est proposé ? Gaëlle, sur votre plateforme, est-ce que vous proposez autre chose que robots et Scratch, par exemple ? Nous, justement, on ne propose pas Scratch puisqu'on est une plateforme différenciante de Scratch qui permet justement là où Scratch permet de s'initier, nous on va plus loin et ça permet vraiment de créer un jeu complet et de manière collaborative et aussi d'être interfacé avec certains robots comme des drones Parrot ou ce genre de choses. Après, sur les outils d'apprentissage, il faut se poser la question déjà effectivement des âges. Est-ce qu'on va être devant un écran ou est-ce qu'on va être avec un robot ? Qu'est-ce qu'on cherche à faire ? Quels sont les objectifs qu'on veut avoir? Donc en fonction de ça aussi, je pense que les outils seront différents. Il n'y a pas un parcours idéal, il y a un parcours en fonction de l'enfant, de ce qu'il a envie de faire, ce qu'il a envie d'apprendre et de son appétence. Mais je dirais surtout, si j'ai un conseil à donner sur un parcours, c'est de ne pas le faire seul. Je pense que si on veut initier un enfant à ces choses-là, c'est soit le faire ensemble en tant qu'adulte, parent avec son enfant, soit de le faire à part groupe, donc trouver un petit groupe d'enfants qui ont envie de le faire ensemble, parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Donc si c'est à l'école, ils vont le faire en classe, mais si c'est à la maison, c'est peut-être de le faire avec des copains pour qu'ils puissent le faire à plusieurs. Et même, nous on a fait des ateliers avec des grands-parents et des enfants. Et ça, c'est vraiment aussi très très enrichissant, puisqu'on s'aperçoit que les grands-parents peuvent apporter énormément de méthodologie à l'enfant, même s'ils ne connaissent rien au numérique. Et recréer ce lien pour expliquer qu'il y a des choses aussi qui sont importantes, qui ne sont pas du numérique, qui apportent au numérique, est vraiment passionnant. Donc encore une fois, je dirais plutôt des choses qui sont interactives, plutôt que si j'avais un conseil, plutôt que de mettre son enfant seul devant un écran et apprendre à coder. Nathalie, de votre côté, quelles sont les méthodes ou les outils que vous proposez ?
Alors nous, on a une philosophie qui est très claire. Donc nous, on est open source et libre. Donc nous n'utilisons que des outils pédagogiques qui sont libres ou open source. C'est-à-dire, on commence à partir de 8 ans jusqu'à 12 ans, l'initiation, et puis niveau intermédiaire, et puis niveau plus avancé sur Scratch. Et puis après ça, on a un parcours qui va de Scratch à Python. Et alors, on a aussi un cours de Godot à partir de 12 ans. Godot, c'est un moteur de jeu qui est aussi balèze que Unity, sur lequel on fait les tout gros monstros aujourd'hui. Je sais pas, que Fortnite, que sais-je. Je ne sais pas si celui-là a été fait chez Unity, mais tous les gros jeux qui cartonnent aujourd'hui, Godot, c'est l'équivalent, sauf qu'il est open source. Et donc, l'idée derrière ce choix philosophique, c'est de dire, en fait, tous les outils que les enfants vont utiliser chez nous, ils peuvent rentrer chez eux, ils leur sont accessibles, sans devoir acheter de l'argent, ils sont qualitatifs. Donc, nos critères de sélection pour les outils pédagogiques, c'est, il faut qu'il y ait une haute qualité et valeur pédagogique. Et puis, il faut que ces outils soient directement accessibles aux enfants sans impact financier outre mesure. Et donc, on va avoir des cours de physical computing avec des Raspberry, on va faire du microbit, on va faire du gaming sur Godot. Sur Python, maintenant, je suis en train de développer des nouveaux cours sur Python. J'ai trouvé un super soft qui s'appelle Orange Biolab pour les initiés au machine learning. J'ai trouvé un autre qui s'appelle Novelty ou RenPy pour programmer des visual stories, des animés, mais en Python. Et donc, c'est plutôt ça l'idée. Donc, nous, ce qu'on veut garder, c'est cette philosophie de base. Et alors, en fait, on est très orienté projet. Donc, si tu as envie de faire du gaming en fonction de ton âge, en fonction de tes aspirations, tu vas aller soit sur Scratch, soit sur Godot, ou tu vas faire du Pygame ou des jeux en Python. Si tu veux faire des applications, tu peux. On travaille avec App Inventor, qui a aussi été développé par le MIT et qui est aussi libre d'accès. Nous, on cherche des outils qu'on trouve qualitatifs, qui sont accessibles à tous et sur lesquels on peut proposer un apprentissage qui est orienté projet en fonction des aspirations de chacun. Christophe, vous de votre côté, vous pouvez quand même proposer sans doute une vue très complète sur ce marché que vous connaissez depuis 2015. Est-ce qu'il y a encore d'autres outils d'apprentissage qui n'ont pas encore été cités par Nathalie ou par Gaël ? Les outils principaux ont été cités. Après, ce qui est intéressant quand on fait de la programmation, soit avec Scratch ou après avec Python, c'est aussi travailler ça avec d'autres types d'outils. Par exemple, pour l'électronique, c'est travailler avec des outils comme une carte microbit, comme ce que propose Raspberry. Tout ça, c'est très intéressant. Après, pour l'intelligence artificielle, il y a une nouvelle plateforme. On en fait une introduction dans le numéro qui vient de sortir. Pour l'intelligence artificielle, il y a une plateforme qui s'appelle Conimates, qui est un peu la même chose que Scratch, mais pour s'initier à la programmation d'intelligence artificielle. Enfin, c'est une première initiation, mais ça permet de comprendre les grands concepts et de voir un peu comment ça fonctionne. Et c'est intéressant. Là, on va faire toute une série sur Conimates pendant 4-5 numéros pour justement montrer toutes les implications et que l'intelligence artificielle, derrière ce grand mot qui fait un peu... soit qui fait peur, soit qui suscite énormément d'interrogations. Ce sont finalement derrière ça des technologies relativement simples qu'un enfant peut déjà commencer à comprendre. Est-ce que vous avez noté une appétence particulière pour certaines approches ou certains outils qui ont été cités ? Par exemple, un outil comme Scratch, faut voir aussi qu'il faut vraiment être attentif au développement de l'enfant. Parce que par exemple, un outil comme Scratch, un enfant peut très vite trouver ça trop enfantin. Ça dépend quel âge il a, quoi. Ou trop simple, même si Scratch permet énormément de choses. Et du coup, ce qui est important par rapport à tous ces outils-là, c'est vraiment mesurer, prendre le rythme de l'enfant. Il y en a qui vont aller très vite, qui vont comprendre très vite, et qui vont, après Scratch, vont au bout de X séances vouloir passer à d'autres outils, et puis d'autres qui vont être très contents avec Scratch pendant plus longtemps. Donc c'est surtout ça qu'il faut prendre en compte, je pense. Gaël, Nathalie, est-ce que vous aussi, vous avez ce même constat que certains enfants réagissent différemment aux différents outils qui sont proposés ? Gaël d'abord ?
pas vraiment d'outil idéal, c'est que c'est très propre à chaque enfant et comme le disait Christophe, à son rythme, à ce qu'il a envie de faire. Est-ce qu'il est effectivement plus à vouloir créer quelque chose de plus complexe, partir de rien, ou justement être plutôt guidé avec des choses déjà toutes faites. Il y a je vais quand même citer quelques plateformes, mais il y a il y a même des choses qu'ils connaissent déjà. Donc Lego propose des plateformes aussi où ils peuvent transformer leur propre Lego avec de la robotique, ou des choses comme Roblox aux États-Unis qui fonctionnent très bien avec des petits jeux à créer un petit peu plus en 3D. C'est vraiment propre à chacun. Je pense qu'il y a aussi le côté artistique aussi et design qui peut faire la différence. Donc en fonction des univers de chacun, les enfants vont s'y retrouver en fonction de leur univers d'appétence. C'est c'est tout simplement comme le codage. Faut essayer, faut tester. On aime, on n'aime pas, et puis si on n'aime pas, on passe à autre chose. Enfin, vous me concentrez quand même qu'il y a certains outils qui peuvent ne pas être adaptés aux plus jeunes. Et dans ce sens-là, Nathalie, est-ce que vous pensez qu'il y a des outils avec lesquels il faut commencer avant d'évoluer vers d'autres? Écoutez, en tout cas, dans le cadre de ce qu'on propose, je n'ai pas appelé mon cours de Python to Python from scratch de manière tout à fait anodine, puisque je trouve que Scratch permet, pour commencer, même à tout âge, j'aime bien que même les adolescents fassent au moins 1 ou 2 jeux sur Scratch et le traduisent en Python pour démarrer leur formation en Python. Parce que Scratch a ce grand avantage, comme c'est de la programmation par bloc, d'abord d'être ludique. Donc on sait bien, la motivation par le plaisir, ça marche mieux. Donc c'est ludique, c'est amusant, et ça permet d'avoir une vue sur la logique, sans devoir être perturbé. Dès qu'on rentre dans la syntaxe, qu'on fasse du Python, du Java, quelle que soit la langue de programmation qu'on choisisse d'apprendre, dès qu'on rentre dans la syntaxe, on est confronté à d'autres enjeux qui sont les enjeux propres à la syntaxe et qui donc ne permettent pas, puisqu'on est en train de faire attention, est-ce que j'ai bien écrit ma variable de la même manière, est-ce que ma syntaxe est bien écrite, etc. Et donc, on a moins, il me semble, de big picture. Donc, moi, j'aime bien commencer par, qu'ils comprennent la logique de l'articulation d'un code avant de passer à une syntaxe. Et puis, j'irai même un peu plus loin. J'ai regretté, moi, personnellement, d'avoir commencé mon apprentissage de la programmation avec Java. Quand j'ai découvert Python, après, il y a un autre monde. En Java, on dit en 4 lignes ce qu'on dit en 1 ligne en Python. Donc oui, je pense qu'il faut réfléchir au parcours qui soit peut-être le plus progressif. Moi, je n'aime pas trop donner des cours de Python à des enfants de 8 ou 9 ans parce que je trouve que c'est beaucoup trop tôt pour être obligé d'être attentif à des micro-détails. Gaëlle, est-ce que vous rejoignez ce que Nathalie a expliqué? Sur le côté progressif, on est complètement en phase. C'est là où effectivement nous, notre plateforme avec Coud, on propose effectivement la programmation visuelle, mais qu'on peut tout de suite traduire justement en JavaScript, en Python, pour bien commencer à s'initier pour ceux qui le souhaitent, voir la logique et ensuite comprendre la traduction en syntaxe réelle. Voilà, effectivement, je pense que après, c'est pas une question d'âge parce que nous on a vu des enfants de 14 ans qui s'en sortent moins bien que des enfants de 10 ans. C'est ce que disait aussi tout à l'heure Christophe, c'est qu'il y a des enfants qui sont plus rapides que d'autres. Donc c'est encore une fois, c'est un rythme personnalisé qu'il faut avoir. Le parcours, encore une fois, idéal n'existe pas et c'est plus trouver le trigger qui donne envie à l'enfant de s'initier s'il a envie. Encore une fois, ça doit pas devenir une obligation, mais s'il a envie de trouver ce qui peut lui donner vraiment l'envie d'aller plus loin. Et ça sera propre à chacun. Alors, il existe des robots sur le marché qu'on peut programmer, des robots qui sont proposés notamment par une célèbre firme danoise qui fabrique de petites briques colorées. Christophe, est-ce que ces robots programmables en Scratch, c'est une bonne idée d'après vous pour commencer son parcours d'apprentissage? Ça peut l'être parce que c'est effectivement une manière ludique aussi d'approcher la programmation, la robotique et la robotique. Il y a des solutions qui proposent de construire déjà son robot avant même de programmer. Ça permet aussi de toucher un petit peu à l'électronique et voir que derrière une programmation, il y a derrière ce côté virtuel, il y a des aspects tout à fait concrets, il y a du matériel. Et du coup, c'est intéressant parce que ça permet de comprendre la programmation un peu plus dans son ensemble. Ça permet de comprendre que derrière ça permet de faire bouger un objet. Et du coup, il y a aussi ce côté ludique. Donc, les robots, oui. Après, en plus, il existe maintenant de plus en plus de solutions
solutions de robotique, plus ou moins chères, mais il y en a qui sont aussi tout à fait abordables, à moins de 30 €. Il y a aussi des solutions françaises qui commencent à poindre. C'est une bonne solution aussi. Après, c'est toujours pareil, ça permet, c'est par rapport à l'évolution de l'enfant. Pour la robotique, je pense qu'il faut aussi un accompagnement des parents, parce que ces objets qui sont qui peuvent être assez fragiles, et du coup, des fois, c'est bien d'accompagner un petit peu les enfants pour les lancer, et puis après, s'ils arrivent à être autonomes, voir un peu ce qu'ils font, et puis surtout, moi, j'invite aussi les parents à se plonger dans la programmation avec leurs enfants, de jouer avec leurs enfants, de faire des courses de robots, de mettre en place des activités avec ces robots qui soient des activités familiales. Ça, c'est tout à fait intéressant. Voilà qui ouvre de nouvelles perspectives, le monde de la robotique, que je vous proposerai de volontiers aborder dans un autre podcast. Pour l'instant, j'aimerais vous remercier tous les trois d'avoir consacré 1 heure de votre temps à enrichir et à expliquer les cours d'informatique ou l'apprentissage de l'informatique aux enfants. Merci à Gaëlle. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de la plateforme Coude en France. Merci Nathalie, la fondatrice de l'association sans but lucratif We Are Coders en Belgique, et merci bien entendu à Christophe Coqui, le rédacteur en chef de Geek Junior, qui est un excellent magazine, je le répète. Merci à vous trois. Cet épisode de Marketing et Entrepreneuriat vous a plu ? Alors n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.